Il fait encore nuit sur les hauts plateaux de l'Inde. Dans la cour du palais, un homme d'un certain âge, enveloppé de soie, s'avance vers une charrette basse. Sur cette charrette, un animal tacheté, la tête couverte d'un petit capuchon de cuir, attend sans un bruit. L'empereur en possède près de 1000 comme lui. 1000 bêtes sauvages, apprivoisées, dressées pour la chasse, et pas une seule, en toutes ces années, ne lui aura donné de petit en captivité. Vous êtes sur Planète Animal, et aujourd'hui je vais vous parler du guépard, autrement dit Acynonyx jubatus, la bête la plus rapide qui foule le sol de notre planète. Restez jusqu'à la fin. Vers le milieu du film, je vous montrerai pourquoi cet animal, le plus rapide de la Terre, est en réalité prisonnier de sa propre perfection, et pourquoi cela pourrait bien le condamner. Mais commençons par le commencement. Le soleil n'est pas encore levé sur la savane. Sur une termitière durcie par la chaleur de la veille, une silhouette se tient immobile. Le corps est long, presque maigre. La tête petite se dresse haut, tournée vers la plaine. L'animal ne bouge pas. Il regarde. Il attend que la lumière lui rende le monde. Regardez-le bien, car vous croyez déjà le connaître. Une grande tache jaune, des points noirs, 2 traits sombres qui coulent des yeux jusqu'à la gueule. Un félin. Un cousin du léopard, un peu plus fin, un peu plus rapide. Voilà à peu près ce que la plupart des gens en savent. Et voilà aussi presque tout ce qu'ils croient savoir de faux. Car cet animal n'est pas vraiment un félin comme les autres. Il en a la forme, la fourrure, la démarche souple, mais dès qu'on l'observe de près, quelque chose ne colle pas. Chez les félins, il existe 2 grandes familles. D'un côté, les grands fauves, ceux qui rugissent, le lion, le tigre, le léopard, le jaguar, des seigneurs lourds, puissants, faits pour dominer. De l'autre, les petits félins, ceux qui feulent et ronronnent, le puma, le lynx, le serval, et jusqu'à ce petit chat qui dort sur votre canapé. 2 ligues, 2 mondes. Et notre animal? Sur le papier, il appartient à la seconde, au petit félin. Mais il n'en respecte presque aucune règle. Il ne rugit pas comme les grands. Il ne ronronne pas vraiment comme les petits. Ses griffes ne se rétractent pas complètement dans leur étui, comme celles de tous les autres chats. Il ne défend pas farouchement un territoire. Il ne grimpe pratiquement pas aux arbres. Il ne chasse pas la nuit, alors que presque tous les félins de la Terre sont des créatures de l'ombre. Rétractez la liste dans votre tête un instant. Ni comme les grands, ni comme les petits. Ni la nuit, ni dans les arbres, ni sur un territoire gardé. Alors une question se pose, toute simple. Si cet animal a renoncé à presque tout ce qui fait un chat, que lui reste-t-il donc? Qu'a-t-il obtenu en échange de tout ce qu'il a abandonné? Gardez cette question en tête. Nous allons y répondre, mais pas tout de suite. D'abord, mettons un nom sur cette silhouette. En français, on l'appelle le guépard. Les naturalistes, eux, l'ont rangé sous une étiquette latine. Acynonyx jubatus, dont le premier mot signifie à peu près « griffe qui ne bouge pas ». Et vous verrez bientôt à quel point ce détail est essentiel. C'est un félin qui n'est pas tout à fait un félin, un troisième genre presque, une lignée qui, un jour, a choisi une voie que plus aucun autre chat n'a osé suivre. Et cette voie tient en un seul mot, la vitesse. Je l'avoue, la première fois que j'ai vraiment compris ce que cela signifiait, j'ai dû relire 2 fois les chiffres. Cet animal passe de l'arrêt complet à 95 km/h en 3 secondes. 3 secondes. C'est le temps qu'il vous faut pour lire cette phrase à voix haute. Une voiture de sport de grande marque met à peu près le même temps pour atteindre cette vitesse. Sauf que la voiture a un moteur, 4 roues et des pneus larges, et que lui n'a que des os, des tendons et des muscles. Aucun autre mammifère terrestre ne fait mieux. Ni aujourd'hui, ni selon toute vraisemblance, dans toute l'histoire connue de la vie sur Terre. Nous reparlerons de ces vitesses en détail, car elles cachent des surprises. Mais retenez déjà ceci. Vous avez devant vous le champion absolu d'une discipline. Le sprinter parfait. Seulement voilà, un champion de sprint n'est pas un champion de tout. Et c'est là que l'histoire devient vraiment intéressante. Car ce que cet animal a gagné en rapidité, il l'a payé partout ailleurs.
Son corps est si fin qu'il en paraît fragile. Presque pas de graisse, une petite tête, de petites dents. Pensez à un vélo de course, léger, nerveux, taillé pour une seule chose et parfaitement inutile pour transporter des courses. Le guépard, c'est cela. Un organisme entier, sacrifié à une unique obsession. Il ne peut pas se battre pour sa nourriture, il ne peut pas défendre sa proie. Le lion la lui prend, la hyène la lui vole, le léopard l'emporte dans un arbre où lui ne saura jamais monter. Le plus rapide de la savane est aussi, dans bien des situations, le plus faible des grands chasseurs. N'est-ce pas étrange pour un être aussi parfaitement conçu? Cette contradiction, c'est le cœur de tout ce qui va suivre. Un animal taillé à la perfection pour une chose est rendu vulnérable par cette perfection même. Il n'existe d'ailleurs pas qu'un seul guépard. On distingue aujourd'hui 5 sous-espèces bien reconnues, dont 4 vivent en Afrique et une seule, très rare, subsiste encore en Asie, dans les déserts d'Iran. Celle-là est plus pâle, plus fine, adaptée aux montagnes et aux semi-déserts. Autrefois, elle courait de la péninsule arabique jusqu'aux plaines de l'Inde. Aujourd'hui, il n'en reste presque plus rien. Mais nous y reviendrons, et croyez-moi, ce chiffre-là vous serrera le cœur. Il existe aussi de curieuses exceptions dans la robe. Dans les années 1920, des scientifiques ont décrit une bête étrange, couverte non pas de points, mais de grandes taches noires en forme de pâté et de rayures le long du dos. Ils ont d'abord cru à un croisement entre un guépard et un léopard, une chimère. En réalité, il ne s'agissait de rien de tel. C'était le même animal, porteur d'une simple mutation de la couleur. On l'a appelé le guépard royal. Ni sous-espèce, ni hybride. Juste un dessin différent sur la même toile. Regardez de nouveau notre silhouette sur la termitière, toujours immobile, toujours à scruter la plaine qui s'éclaire peu à peu. Elle ne sait rien de tout ce que je viens de vous raconter. Elle ne sait pas qu'elle est une énigme de la zoologie, ni qu'elle porte en elle la vitesse et la fragilité dans le même corps. Elle attend simplement que le jour se lève, que les gazelles sortent, et que revienne le seul instant où toute cette machinerie prendra son sens. Alors, puisque tout chez cet animal tourne autour de la vitesse, penchons-nous d'abord sur la machine elle-même, sur ce corps improbable qui permet à un être de chair de voler, littéralement, au-dessus du sol. Un guépard lancé à pleine vitesse parcourt près de 10 mètres à chaque foulée. 10 mètres. C'est la longueur d'un autobus urbain, avalé d'un seul bond et recommencé 3 fois et demi chaque seconde. Arrêtez-vous une seconde sur ce chiffre. 3 foulées et demie par seconde, de 10 mètres chacune, à une vitesse où plus de la moitié du temps l'animal ne touche même pas le sol. Il ne court pas, à proprement parler. Il vole, par saccades, effleurant la terre juste assez pour se relancer. Comment un corps de chair et d'os peut-il encaisser cela sans se rompre? Voilà la vraie question. Car à ces vitesses, chaque appui est un choc, chaque virage une torsion violente, et la moindre erreur se paie par une chute à 90 km/h. Gardez cette question en tête. Nous allons démonter la machine pièce par pièce, et vous verrez que rien, absolument rien, n'y a été laissé au hasard. Commençons par le squelette. La colonne vertébrale du guépard est la plus longue et la plus souple de tous les grands félins, proportionnellement à sa taille. Imaginez un ressort d'acier tendu entre les épaules et le bassin. À chaque foulée, ce dos se plie en profondeur, puis se détend d'un coup, comme un arc que l'on relâche. Ce mouvement projette les pattes arrière loin devant les pattes avant et rallonge la foulée bien au-delà de ce que permettraient les seules jambes. Le dos, ici, n'est pas une simple charpente, c'est un moteur. Et les jambes? Elles sont les plus longues et surtout les plus légères de tous les grands chats. Le guépard est le seul félin chez qui l'os de l'avant-bras et l'os du bras ont presque la même longueur. Chez les fauves lourds, ceux qui misent sur la force pour terrasser, les os du bas de la patte sont plus courts et plus épais, faits pour encaisser et retenir. Chez le guépard, c'est l'inverse. Tout est allongé, effilé, allégé. De longues jambes, cela signifie une longue foulée. Une chose simple, mais décisive. Seulement, allonger la foulée ne suffit pas. Encore faut-il pouvoir répéter le mouvement à une cadence folle. Et là intervient un principe que connaît bien tout coureur. Plus le bas de la jambe est léger, plus vite on peut la ramener. Pensez à la différence entre courir en chaussures de course et courir avec des bottes de chantier aux pieds.
Le poids, tout en bas du membre, coûte une fortune en énergie à chaque pas. L'évolution l'a compris avant nous. Chez le guépard, les gros muscles moteurs sont concentrés tout en haut de la patte, près du corps. Le bas, lui, ne contient presque que des os fins et de longs tendons. Ces tendons transmettent la force musculaire jusqu'aux pieds, un peu comme des câbles reliés à un moteur placé loin de la roue. Résultat, le membre est puissant en haut, plume en bas, et peut fouetter le sol à une vitesse stupéfiante. À 90 km/h, je vous l'ai dit, ce sont 3 foulées et demie par seconde. Le pied revient, se pose, repousse, et repart avant même que l'œil humain ait pu suivre le geste. Voilà pour la propulsion. Mais un projectile lancé à cette allure a un autre problème, tout aussi mortel. La direction. Un guépard ne poursuit pas une proie en ligne droite. Sa cible zigzague, freine, pivote, tente tout pour le semer. Il doit donc tourner à pleine vitesse et un virage à 90 km/h sur 4 pattes devrait normalement finir en catastrophe. C'est ici qu'entrent en jeu 2 instruments d'une élégance rare. Le premier, c'est la queue. Longue, épaisse, presque tubulaire, lourde à son extrémité. Elle ne sert pas à grand-chose quand l'animal marche, mais en pleine course, elle devient un balancier, un gouvernail vivant. L'animal la lance d'un côté pour pivoter de l'autre, exactement comme un funambule tend sa perche pour ne pas basculer. Elle contre l'élan du corps, elle stabilise, elle oriente. Sans elle, le moindre virage serré enverrait le guépard rouler dans la poussière. Le second instrument, ce sont les griffes. Et c'est ici que le nom latin de l'animal prend tout son sens, celui que je vous ai promis d'éclairer. Contrairement à une idée très répandue, le guépard possède bel et bien le mécanisme complet pour rentrer ses griffes. Il a, dans chaque doigt, le même jeu délicat de muscles et de ligaments que tous les autres chats. Mais chez lui, à force d'adaptation pour la vitesse, ce mouvement s'est affaibli. Les griffes ne se rétractent que partiellement. Et surtout, il leur manque l'étui de peau qui, chez les autres félins, les protège et les cache entièrement. Résultat, les griffes du guépard restent toujours un peu sorties. Droites, dures, elles mordent le sol à chaque appui comme les pointes d'une chaussure d'athlète. Ce ne sont pas des armes de chasseur, ce sont des crampons. À pleine course, elles sont entièrement déployées pour offrir un maximum d'accroche. Voilà le paradoxe caché dans le nom même de l'animal. Celui dont les griffes ne bougent pas n'a pas perdu ses griffes. Il les a transformées en clous de sprinter. Il reste pourtant une exception, et elle est cruciale. Un seul doigt échappe à la règle. Sur la face interne de la patte avant, haut placé, loin du sol, se cache l'ergot. C'est ce petit doigt en retrait que l'on voit facilement chez les chats domestiques. Chez le guépard, il est resté recourbé, musclé, protégé par son étui et redoutablement acéré. Proportionnellement à la taille du corps, cet ergot est presque d'un tiers plus grand que celui du lion. Pendant la course, il reste replié, inutile. Mais à l'instant final, quand l'animal se jette sur sa proie, c'est lui qui frappe. C'est lui qui accroche le flanc et fait basculer la cible. À lui seul, ce doigt a repris la fonction de chasse que, chez les autres chats, se partagent les 5 griffes. Toute l'arme de l'animal tient dans un seul crochet. Ajoutez à cela des coussinets d'une dureté inhabituelle, striés de fines nervures qui augmentent l'adhérence, avec de petites saillies à l'avant qui aident sans doute au freinage brutal. Rien, vous voyez, n'a été oublié. Mais tout cet effort a un prix. Et ce prix, il se paie à l'intérieur du corps, là où l'œil ne voit rien. Quand un guépard lance sa course, son organisme touche des limites que peu d'êtres vivants approchent. En quelques dizaines de secondes, sa température interne grimpe jusqu'à 40 degrés et demi. C'est une fièvre que vous, être humain, jugeriez alarmante et qui vous enverrait au lit. Sa fréquence respiratoire dépasse 150 souffles par minute, soit près de 10 fois celle d'un guépard au repos. Le cœur s'emballe, le sang chauffe, les poumons brûlent. Ce sprint magnifique est aussi une petite catastrophe contrôlée. Pour survivre à cela, il a fallu d'autres compromis, et ils sont fascinants. Le crâne du guépard est petit, les mâchoires raccourcies pour alléger la tête. Les canines, elles, sont proportionnellement plus courtes que chez les autres félins. Pourquoi diminuer ses propres armes?
Parce que de petites dents ont de petites racines. Et de petites racines libèrent de la place, à l'intérieur du museau, pour des voies nasales élargies. Ce que l'animal perd en morsure, il le regagne en respiration. Cet arrangement est d'une intelligence redoutable. Grâce à ses larges narines, le guépard peut engloutir l'air à grandes goulées, sans lâcher sa proie, qu'il tient serrée à la gorge. Ajoutez des poumons et des bronches surdimensionnés, un cœur puissant, de grosses artères, tout le corps est organisé pour saturer le sang d'oxygène en un temps record. C'est, à mon avis, l'un des chefs-d'œuvre d'ingénierie les plus sous-estimés du monde animal. Un corps entier redessiné, os après os, dent après dent, autour d'une seule et même idée. Et voilà la réponse à notre question de départ. Comment ce corps encaisse-t-il l'impossible? Il ne l'encaisse pas vraiment. Il ne fait que le supporter, un très court instant, au prix d'un épuisement total. Après une longue poursuite, le guépard est parfois si vidé qu'il doit reprendre son souffle pendant près d'une demi-heure avant même de songer à manger. La machine parfaite s'arrête, haletante, au bord de la rupture. Et c'est précisément dans cette demi-heure de faiblesse que se joue toute une autre histoire. Car un corps aussi extrême ne surgit pas de nulle part. Il a fallu des millions d'années pour le forger. Et pour cela, il faut remonter très loin, sur un continent où plus aucun guépard ne court aujourd'hui. Il y a quelques dizaines de milliers d'années, dans les grandes plaines de l'Amérique du Nord, une antilope court à perdre haleine. On l'appelle aujourd'hui l'antilope d'Amérique, ou pronghorn. Elle file à près de 90 km à l'heure, et surtout, elle tient cette allure sur des kilomètres, bien plus longtemps qu'un guépard. Aucun prédateur du continent aujourd'hui ne peut la rattraper. Le loup, trop lent. Le cougar, trop lent aussi. Rien dans toute l'Amérique moderne ne justifie une telle vitesse. Alors posez-vous la question, comme se la sont posés les biologistes. Contre qui exactement cette antilope court-elle si vite? Fuir à 90 km à l'heure quand aucun poursuivant ne dépasse la moitié de cette vitesse, cela n'a aucun sens. C'est courir armé jusqu'aux dents contre un ennemi qui n'existe pas. À moins, justement, que cet ennemi ait bel et bien existé. Gardez cette antilope en tête. Nous y reviendrons, et elle va nous conduire tout droit au passé du guépard. Car le guépard que vous connaissez, celui de la savane africaine, n'est que le dernier survivant d'une lignée bien plus vaste et bien plus ancienne. Le genre auquel il appartient est apparu il y a plusieurs millions d'années, et il a compté des cousins autrement plus imposants. En Eurasie vivait notamment une bête que les paléontologues ont baptisée le guépard géant. Il ressemblait à notre sprinter, mais à une toute autre échelle. Là où le guépard actuel pèse à peu près autant qu'un grand chien de berger, ce géant approchait le poids d'une petite lionne. Imaginez un guépard aux dimensions d'un fauve, lancé à travers les plaines de l'Europe préhistorique. Il a couru sur ces terres pendant des centaines de milliers d'années avant de disparaître. Et ce n'est pas tout. De l'autre côté du monde, en Amérique du Nord, vivaient d'autres félins coureurs, si proches d'apparence qu'on les a longtemps rangés tout près des guépards. On les appelle parfois les faux guépards d'Amérique. Ils avaient les mêmes longues jambes, le même corps effilé, la même vocation de vitesse. Les scientifiques débattent encore de leur parenté exacte avec les guépards de l'Ancien Monde. Certains y voient de proches cousins, d'autres un cas remarquable d'évolution parallèle. Deux lignées différentes taillées par les mêmes contraintes vers la même forme. La question n'est pas tranchée, et c'est honnête de le dire. Mais peu importe le détail de l'arbre généalogique. Ce qui compte, c'est qu'un félin sprinter chassait autrefois dans les grandes plaines américaines. Un chasseur assez rapide pour menacer une antilope filant à 90 km à l'heure. Et voilà notre réponse. Vous vous souvenez de cette antilope qui semblait fuir un fantôme? Ce fantôme, c'était lui. L'antilope d'Amérique n'a pas hérité de sa vitesse absurde par hasard. Elle l'a hérité d'une longue guerre contre un poursuivant qui, lui, a disparu il y a environ 10 000 ans, à la fin de la dernière grande période glaciaire. Le prédateur s'est éteint, la proie, elle, court toujours. Elle fuit un chasseur mort depuis des millénaires, sans le savoir. C'est, je l'avoue, l'une des idées qui m'ont le plus marqué en préparant ce film. Voir dans le corps d'un animal vivant l'empreinte fossile d'un autre, disparu. La vitesse de l'antilope est un souvenir.
le portrait robot d'un assassin oublié. Arrêtons-nous un instant sur cette extinction, car elle nous ramène directement au guépard d'aujourd'hui. À la fin de la dernière glaciation, la planète a traversé une vague de disparition massive. Un peu partout, les grands mammifères se sont effondrés. Le guépard géant d'Eurasie s'est éteint. Les félins coureurs d'Amérique se sont éteints. Et le guépard, notre guépard, a bien failli les suivre. Les scientifiques pensent que l'espèce est passée par ce que l'on appelle un goulot d'étranglement. Un moment où la population entière s'est réduite à une poignée d'individus. Presque rien. Un fil. Et ce fil a laissé une trace, inscrite jusque dans les gènes de chaque guépard vivant. Voici un fait qui paraît sorti d'un roman. Prenez 2 guépards au hasard, aux 2 extrémités de l'Afrique, sans aucun lien de parenté connu. Génétiquement, ils se ressemblent presque autant que 2 frères. Pire encore, lors de certaines expériences, on a greffé un morceau de peau d'un guépard sur un autre, totalement étranger, et le corps du receveur ne l'a pas rejeté. Chez presque n'importe quelle autre espèce, un tel greffon serait attaqué, détruit, éliminé par le système immunitaire. Pas chez eux. Leur organisme ne reconnaît même pas l'autre comme un étranger. Laissez cette image agir un instant. Réfléchissez-y. Chez le guépard, il n'y a presque plus d'étrangers. Toute l'espèce est en quelque sorte une immense fratrie. Et cette uniformité stupéfiante ne vient pas d'une harmonie, mais d'une catastrophe. Elle est la cicatrice de ce goulot d'étranglement, le souvenir génétique du jour où l'espèce a bien failli s'éteindre. Les quelques survivants d'alors se sont reproduits entre eux, encore et encore, faute d'autre choix. Et tous les guépards d'aujourd'hui descendent de ce minuscule noyau. Une population entière issue d'une poignée de rescapés. Voilà l'héritage. Cet héritage a un coût, et il est lourd. Une espèce dont tous les membres se ressemblent génétiquement est une espèce fragile. Face à une maladie nouvelle, si un individu tombe, tous risquent de tomber, car ils partagent les mêmes faiblesses. C'est un peu comme un champ entier planté d'une seule variété de blé. Qu'un parasite prouve la faille, et c'est toute la récolte qui s'effondre d'un coup. Un champ diversifié résisterait. Un champ uniforme est à la merci du premier fléau venu. Le guépard, sur le plan génétique, est ce champ uniforme. Cette pauvreté génétique explique en partie une chose que nous verrons plus loin en détail. L'extraordinaire difficulté à faire se reproduire les guépards, en particulier en captivité. Les biologistes soupçonnent que cette faible diversité pèse sur leur fertilité, sur la qualité de leurs semences, sur la survie des petits. L'espèce traîne, dans chacune de ses cellules, le fardeau de ce passage par le chat de l'aiguille. Elle a survécu, oui, mais elle en est ressortie diminuée, appauvrie, plus vulnérable qu'aucun autre grand félin. Et pourtant, elle est là. C'est ce qui me sidère le plus dans cette histoire. Une lignée qui a perdu ses géants, perdu ses cousins d'Amérique, frôlé l'extinction, et qui court encore ce matin sur les termitières de la savane, portant dans son sang la mémoire de tous ces effondrements. Il fut un temps d'ailleurs où le guépard était bien plus qu'un animal africain. Ses traces couvraient autrefois une immense partie de l'ancien monde, de l'Atlantique jusqu'aux plaines de l'Inde. De sa gloire passée, il ne reste presque rien. Un territoire réduit, une poignée de sous-espèces et un lointain cousin d'Asie au bord du néant. Mais nous garderons ce chiffre pour plus tard, car il mérite qu'on s'y arrête vraiment. Ce que je voudrais que vous reteniez de cette longue plongée dans le passé, c'est ceci. La vitesse du guépard n'est pas un caprice de la nature. C'est le fruit d'une course aux armements vieille de millions d'années, entre des chasseurs et des proies qui se sont poussés l'un l'autre toujours plus vite, jusqu'à l'extrême. Cette course a laissé des survivants des 2 côtés. Une antilope qui fuit un fantôme sur un continent. Un félin qui court après le vide sur un autre. Reste à comprendre où, exactement, ce félin peut encore déployer une telle machine. Car un corps taillé pour la vitesse a besoin d'un monde très particulier pour l'exprimer. Un monde plat, ouvert, sans obstacle. Voyons donc dans quel décor le guépard a choisi de jouer sa vie. En 2013, dans le delta de l'Okavango, au nord du Botswana, une équipe de scientifiques attend, moteur coupé, à l'ombre d'un véhicule tout-terrain. Autour du cou de 5 guépards sauvages, ils ont fixé un collier d'un genre nouveau.
Ce collier contient un module de localisation par satellite, mais aussi des accéléromètres, des gyroscopes, des boussoles électroniques. 5 fois par seconde, il note la position exacte de l'animal, sa vitesse, ses moindres changements de direction. Pour la première fois, on ne va plus estimer la course du guépard depuis une Jeep ou une pellicule de film. On va la mesurer, de l'intérieur, foulée par foulée. L'équipe est dirigée par Alan Wilson, du Royal Veterinary College de Londres. Et ce qu'elle s'apprête à découvrir va renverser une certitude vieille de plusieurs générations. Car jusqu'ici, tout le monde croyait connaître le secret du guépard. Le secret, c'était la vitesse. 105 km à l'heure, mesuré autrefois sur un animal semi-apprivoisé lancé en ligne droite sur une piste. Le chiffre a fait le tour du monde. Le guépard, c'était cela. Une flèche, une ligne droite, un record. Mais posez-vous la question que se posait Wilson. Dans la vraie vie, sur le terrain, une gazelle court-elle jamais en ligne droite? Bien sûr que non. Elle zigzague, elle freine, elle se retourne, elle fait tout pour rompre la trajectoire. À quoi sert la vitesse pure si la proie, elle, ne joue jamais le jeu de la ligne droite? Gardez cette question ouverte. La réponse des colliers va vous surprendre. 367 courses de chasse enregistrées. Voilà ce que l'équipe a récolté. Et le premier résultat, c'est que oui, le guépard atteint bien des vitesses folles. Un pic à 93 km à l'heure a été relevé sur le terrain. Mais, et c'est là toute la surprise, la plupart des chasses se déroulaient à une allure bien plus modeste. Le guépard moyen, dans ses poursuites réelles, ne courait qu'à environ la moitié de sa vitesse maximale. Il ralentissait, il coupait, il tournait. La vitesse n'était pas l'arme principale. L'arme principale, c'était autre chose. Ce que les colliers ont révélé, ce sont des valeurs d'accélération, de décélération et de puissance parmi les plus élevées jamais mesurées chez un mammifère terrestre. Laissez-moi vous donner une image, parce que celle-ci m'a laissé sans voix. Pendant son record du monde sur 100 mètres, le sprinter humain le plus rapide de l'histoire développe une certaine puissance par kilo de son corps. Le guépard sauvage, lui, en développe près de 5 fois plus. 5 fois la puissance du meilleur sprinter humain rapporté au poids. Ce n'est plus de la course, c'est une explosion. Et cette explosion sert surtout à une chose, tourner. Le guépard peut accélérer, freiner net et changer de cap avec une brutalité qu'aucun autre grand animal terrestre n'égale. Imaginez une voiture de sport qui pourrait, à pleine vitesse, pivoter à angle droit sans déraper ni se retourner. C'est à peu près ce que fait ce corps de 30 kilos lancé à travers la savane. Voilà donc la réponse à notre question. Le guépard ne gagne pas ses chasses en étant le plus rapide en ligne droite. Il les gagne en étant le plus agile dans le virage. La vitesse n'est qu'une réserve, une carte qu'il garde en main et qu'il ne joue presque jamais à fond. Son vrai génie, c'est de coller à sa proie dans chaque crochet, chaque feinte, jusqu'à ce qu'elle perde l'équilibre. Mais tout cela nous dit une chose fondamentale sur le monde dans lequel cet animal peut vivre. Et arrêtons-nous ici un instant, car ce point est trop souvent oublié. Un corps taillé pour l'accélération et le virage à haute vitesse a besoin d'un terrain très particulier. Il lui faut de l'espace, du plat, du dégagé. Le guépard est l'animal des grandes étendues ouvertes, des savanes rases, des plaines où le regard porte loin. Pensez-y, à quoi bon savoir accélérer comme un bolide si, à 3 foulées de vous, se dresse un buisson, un tronc, un fossé? Dans une forêt dense, ce corps de sprinter ne vaudrait plus rien. Il lui faut une piste. La savane est sa piste. Et ce besoin d'espace explique une autre habitude du guépard, une habitude qui, à première vue, semble absurde. Presque tous les félins de la Terre sont des chasseurs de la nuit. L'obscurité les protège, cache leur approche, rend leur bond invisible. Le guépard, lui, fait l'inverse. Il chasse en plein jour, souvent aux heures claires du matin ou de la fin d'après-midi. Pourquoi un félin renoncerait-il à l'arme magnifique de la nuit? La réponse, encore une fois, tient à sa fragilité. Nous l'avons vu, le guépard est le plus faible des grands chasseurs. Le lion, la hyène, le léopard sont plus forts que lui, et il règne surtout dans l'obscurité. En sortant chasser à la lumière du jour, le guépard fait un choix.
Il évite les heures où pullulent ceux qui pourraient lui voler sa proie, ou pire, le tuer. Il ne chasse pas de jour parce que le jour l'avantage. Il chasse de jour parce que la nuit appartient à des rivaux trop dangereux pour lui. Ce n'est pas une préférence, c'est une esquive. Voilà toute la logique du monde du guépard résumée en une image. Chaque choix, chaque habitude, n'est pas un luxe de champion, mais un compromis de survie. L'espace ouvert plutôt que le couvert, le jour plutôt que la nuit, l'agilité plutôt que la force. À chaque carrefour de son existence, le guépard a préféré la fuite prudente à l'affrontement. Avant d'aller plus loin, j'aimerais vous poser une question, à vous qui regardez ce film. Avez-vous déjà vu un guépard, ne serait-ce qu'une fois, autrement qu'à l'écran? Dans une réserve, lors d'un voyage, ou même derrière la vitre d'un parc? Et si oui, qu'est-ce qui vous a le plus frappé chez lui? Dites-le moi en commentaire, je lis vos histoires, et j'aime savoir quel détail, chez cet animal, vous a marqué. Reprenons. Car nous voici arrivés au moment que je vous ai promis dès le début de ce film. Vous vous souvenez? Je vous ai dit que je vous montrerais pourquoi le plus rapide de la Terre est, en réalité, prisonnier de sa propre perfection. Nous y sommes presque. Nous avons vu le corps de la machine, nous avons vu son passé, nous avons vu le monde qu'il lui faut. Il ne reste plus qu'à le regarder faire ce pourquoi tout ce corps a été façonné. Chasser. Et c'est en le regardant chasser, réussir, puis perdre tout ce qu'il vient de gagner, que le piège va enfin nous apparaître dans toute sa cruauté. Suivons-le donc, à l'instant où il repère une gazelle dans l'herbe rase. Le lion peut se battre pour sa nourriture, la hyène peut arracher la proie d'un autre, le léopard peut hisser sa carcasse dans un arbre, hors de portée de tous. Le guépard, lui, ne peut rien faire de tout cela. Et pourtant, quand il s'agit de frapper, aucun d'eux ne l'égale. Regardons-le enfin à l'œuvre. Il a repéré une gazelle dans l'herbe rase. Contrairement à ce que montrent les films, il ne s'élance pas aussitôt. Il approche, lentement. Il se fait plat, il rampe, il se fige, il repart, il avance en biais. Tout son art, à cet instant, consiste à gagner du terrain sans être vu, à réduire la distance mètre après mètre. Il ne déclenche sa course qu'à 60 ou 70 mètres de sa cible, parfois moins. Car il le sait, d'une certaine manière, plus il part de près, plus il a de chance. Et voici la première énigme de cette chasse. Pourquoi tant de prudence, tant de patience chez l'animal le plus rapide du monde? Pourquoi ne pas simplement compter sur ses jambes? Gardez la question. La réponse dit tout de sa faiblesse. Le déclenchement maintenant. La gazelle détale, le guépard explose. En quelques foulées, il colle à sa proie, épouse chacun de ses crochets. Puis vient le geste décisif, celui que nous avons rencontré plus tôt, le coup d'ergot. Ce doigt haut placé, recourbé et acéré, il le lance contre l'arrière-train ou le flanc de la gazelle. Un seul contact précis, et la cible perd l'équilibre. Le guépard se laisse alors tomber sur le côté de sa proie et l'entraîne au sol. Sur la carcasse, il laissera une signature reconnaissable, des traces déchirées bien à lui. Tout cela dure quelques secondes. Environ une chasse sur deux réussit, un taux remarquable, bien supérieur à celui du lion ou du léopard. Vous pourriez croire que l'affaire est réglée, que le champion a gagné. Détrompez-vous. C'est maintenant que tout se complique. Souvenez-vous du prix physiologique de la course. Après l'effort, le guépard est au bord de la rupture, le souffle coupé, le corps surchauffé. Il lui faut souvent près d'une demi-heure pour récupérer avant même de pouvoir manger. Or, dans le ciel, les vautours tournent déjà. Et un vautour dans le ciel, pour tous les prédateurs de la savane, c'est une enseigne lumineuse. Ici, un repas. Le guépard dispose parfois d'un quart d'heure, pas davantage, avant que les ennuis n'arrivent. Alors il mange vite. Il mange en relevant sans cesse la tête, en jetant des regards autour de lui. Et bien souvent, il abandonne la carcasse avant de l'avoir finie. De là est né un vieux mythe, celui du chasseur gaspilleur, qui tue plus qu'il ne mange. Mais ce n'est pas du gaspillage, c'est une stratégie forcée. Le guépard ne peut pas se battre, alors quand un rival plus lourd approche, il cède. Toujours.
Il préfère perdre son repas plutôt que de risquer une blessure. Car une blessure, pour lui, est une condamnation à mort. Voilà la réponse à notre énigme. Toute cette prudence, avant la course, vient de là. Le guépard soigne chaque approche, réduit chaque distance, vise chaque coup, parce qu'il n'a pas droit à l'erreur. Il perd jusqu'à une part importante de ses proies au profit des lions, des hyènes, des léopards, et même, parfois, d'un simple babouin. Il est le meilleur tueur de la savane et le plus facile à voler. Réussir la chasse ne lui garantit pas de manger. Il doit recommencer, encore et encore. Et cette obligation de recommencer nous conduit, enfin, au cœur de notre film, au piège que je vous ai promis. Car regardez l'ensemble du tableau maintenant. Ce corps si parfaitement taillé pour une seule chose porte, dans cette perfection même, sa propre condamnation. Réfléchissez-y un instant. Ce squelette allégé à l'extrême, ses dents rapetissées pour laisser passer l'air, ses jambes de coureur incapables de retenir une lutte, tout ce qui fait de lui un sprinter inégalé fait aussi de lui un combattant nul. Il a tout misé sur un seul numéro. Et dans la nature, miser sur un seul numéro, c'est vivre à la merci du moindre imprévu. C'est ce que les biologistes appellent une impasse évolutive. Comparez-le à ses voisins. Le léopard est un touche-à-tout. Il mange de tout, du scarabée à la jeune antilope. Il grimpe, il chasse la nuit comme le jour. Il vit dans la forêt comme dans le désert. Si son gibier disparaît, il change de menu. Le guépard, lui, ne le peut pas. Il est presque strictement antilopivore. Il dépend d'un type de proie, d'un type de paysage, d'un type de conditions. C'est un ouvrier hautement spécialisé dans une usine qui n'aurait jamais de crise. Mais des crises, la nature en produit sans cesse. Et j'aimerais que vous ajoutiez à cela ce que nous avons découvert sur son passé. Souvenez-vous de ce goulot d'étranglement, de cette pauvreté génétique inscrite dans chacune de ses cellules. Un ouvrier surspécialisé, c'est déjà risqué. Mais un ouvrier surspécialisé, fragile face aux maladies et incapable de se reproduire facilement, c'est un funambule sur un fil de plus en plus fin. Voilà le piège. Voilà pourquoi le plus rapide de la Terre est au fond l'un des plus vulnérables. Sa perfection n'est pas une force tranquille, c'est une lame à double tranchant. Plus une espèce est spécialisée, plus le risque d'extinction est grand, et le guépard est peut-être le plus spécialisé de tous les grands félins. C'est à mes yeux l'une des grandes ironies du monde vivant. Nous admirons le guépard pour sa vitesse, mais cette vitesse est aussi la corde qui se resserre autour de lui. Pourtant, la nature n'abandonne jamais sans une riposte. Et face à cette fragilité extrême, le guépard a développé une réponse. Une seule. Puisqu'il perd tant de proies, tant de petits, tant d'individus, il compense par le nombre. Là est toute sa stratégie de survie. Les femelles se reproduisent rarement, mais mettent bas de nombreux petits, avec des intervalles courts entre les portées. Là où d'autres misent sur la force d'un individu, le guépard mise sur la quantité. Il inonde le monde de petits, en sachant que la plupart mourront, pour que quelques-uns, peut-être, passent au travers. Mais cette reproduction cache elle aussi un mystère. Car dans le monde du guépard, l'amour est presque muet. Pas de rugissement pour appeler, pas de grande parade, pas de chant nuptial. La femelle en chaleur ne crie pas, n'exhibe rien. Elle laisse seulement une trace, un message chimique, un peu de parfum déposé sur une termitière ou sous un arbre. Et c'est tout. Comment, alors, deux guépards se trouvent-ils dans cette immensité silencieuse? Comment un mâle sait-il qu'une femelle, quelque part, est prête? Comment se dit l'essentiel, quand rien ne se dit à voix haute? Pour répondre à cela, il faut quitter un instant le monde de la vitesse et des muscles et entrer dans un tout autre univers, celui des sens, celui des odeurs, des regards et des signaux discrets par lesquels cet animal, si silencieux, perçoit et déchiffre le monde autour de lui. Un mâle guépard s'approche d'une termitière isolée dans la plaine. Il ralentit, il tend le cou, hume la surface durcie de la terre, longuement. Puis il fait quelque chose d'étrange. Il relève la tête, retrousse légèrement la lèvre supérieure et reste ainsi quelques secondes, la gueule entr'ouverte, comme figé dans une grimace. Il ne mange pas, il ne joue pas,
il lit. Sous ses narines, invisible pour vous et moi, un message vient d'être déposé. Et ce message va peut-être décider de la suite de sa vie. Nous voici entrés dans un monde que nos sens à nous ne perçoivent presque pas. Le monde tel que le guépard le vit vraiment. Commençons par ce qui chez lui domine tout, la vue. Le guépard est un chasseur du jour, nous l'avons vu, et cela change absolument tout dans la façon dont son œil est construit. Là où la plupart des félins ont sacrifié la précision à la vision nocturne, lui a fait le pari inverse. Son œil est fait pour la clarté, pour le détail, pour repérer une silhouette qui bouge à des centaines de mètres dans l'herbe tremblante. Et il possède, à l'arrière de l'œil, un dispositif remarquable que partagent les animaux des grands espaces ouverts. Au lieu d'un simple point de vision très net, comme le nôtre, il dispose d'une véritable bande horizontale de cellules sensibles, étirée d'un bord à l'autre de la rétine. Les biologistes l'appellent la bande visuelle. Imaginez la différence entre une petite lampe torche, qui n'éclaire qu'un rond précis devant vous, et une longue barre lumineuse qui balaie tout l'horizon d'un seul trait. Voilà, en gros, ce que le guépard a dans l'œil. Une ligne de netteté qui épouse exactement la ligne de la plaine. Sans même tourner la tête, il balaie l'horizon et détecte le moindre mouvement suspect qui s'en détache. Mais alors, une question se pose. Si sa vue est si perçante, si taillée pour la traque à distance, pourquoi diable ce mâle passe-t-il son temps le nez collé aux termitières? Pourquoi renifler la terre quand on a des yeux pareils? Gardez la question. Elle nous mène au cœur secret de la vie sociale du guépard. Avant d'y répondre, arrêtons-nous sur un détail de son visage que vous avez sûrement déjà remarqué sans en connaître la fonction. Ces deux traits noirs, qui coulent du coin des yeux jusqu'aux commissures de la gueule, comme deux larmes figées. On les appelle justement les lignes de larmes. Elles ne sont pas là pour la beauté. Selon l'hypothèse la plus répandue, ces bandes sombres absorbent la lumière du soleil et réduisent des reflets éblouissants, un peu comme le noir que les joueurs de certains sports étalent sous leurs yeux avant un match en plein soleil. Elles aideraient le guépard à mieux distinguer sa proie en pleine lumière, surtout quand le soleil est bas et agressif. Des lunettes de soleil biologiques, tracées à même le pelage. Je trouve ce détail admirable. L'évolution a peint sur le visage de l'animal l'outil dont son œil avait besoin. Voilà pour la vue. Passons à présent à l'ouïe, plus discrète mais loin d'être négligeable. Le guépard entend fort bien, et son oreille l'aide à localiser aussi bien une proie qu'un danger. Mais ce n'est pas là que se joue l'essentiel de sa communication. Car le guépard, souvenez-vous, est un animal du silence. Il ne rugit pas. Il ne cherche pas à se faire entendre de loin. Dans un monde où crier reviendrait à signaler sa position à des rivaux plus forts, se taire est une sagesse. Alors comment les guépards se parlent-ils, s'ils ne comptent presque pas sur la voix? Et nous revoilà devant notre termitière. Voici la réponse. L'essentiel du langage du guépard n'est ni vu ni entendu. Il est senti. Tout se joue par l'odorat, dans un réseau de messages chimiques déposés à travers le paysage. Les mâles, nous le verrons plus en détail, marquent des points de repère précis. Termitières, troncs, rochers isolés. Ils y laissent leurs traces, une carte de visite odorante qui dit qui ils sont, qu'ils sont passés là, qu'ils tiennent cet endroit. Et les femelles, quand vient le moment, y déposent à leur tour l'information capitale, un signal chimique annonçant qu'elles sont prêtes à s'accoupler. Rappelez-vous ce que nous disions à la fin de notre plongée dans la chasse. La femelle en chaleur ne crie pas, ne se montre pas. Elle laisse un parfum et disparaît. Ce mâle, le nez sur la termitière, la lèvre retroussée, est en train de déchiffrer précisément cela. Cette grimace étrange n'est pas un hasard. Elle sert à conduire les molécules odorantes vers un organe spécialisé, logé au fond du palais, capable d'analyser des signaux chimiques que le simple flair ne perçoit pas. Il ne renifle pas au hasard. Il lit une lettre. Une lettre écrite en molécules, laissée là par une femelle qu'il n'a jamais vue et qui, peut-être, est déjà loin. Voilà donc pourquoi cet animal aux yeux d'aigle passe tant de temps le museau au sol. Ses yeux servent à chasser. Son nez, lui, sert à aimer. Deux sens, deux mondes, deux fonctions vitales rigoureusement séparées. La vue pour trouver la gazelle, l'odorat pour trouver l'autre. Prenez un instant pour mesurer l'étrangeté de tout cela.
Dans l'immensité de la savane, deux guépards qui ne se sont jamais rencontrés peuvent nouer le dialogue le plus intime qui soit, celui de la reproduction, sans jamais échanger ni un cri, ni un regard. Tout passe par des traces, par des odeurs déposées sur des bornes, lues des heures ou des jours plus tard. C'est une conversation différée, silencieuse, tissée à travers le temps et l'espace. Une lettre laissée sur une pierre et ramassée par un inconnu. Et il y a, dans ce silence, une logique parfaitement cohérente avec tout ce que nous savons déjà de l'animal. Le guépard est faible et discret. Il vit dans la peur constante de plus fort que lui. Un rugissement, une parade bruyante, ce serait attirer l'attention, s'exposer. Alors il a choisi le langage le plus prudent qui soit, celui qui ne fait aucun bruit et qui ne laisse aucune trace visible. Le message reste caché, déposé sur une borne au milieu de nulle part, et seul un autre guépard, le nez au bon endroit, saura le trouver. Même dans sa manière de communiquer, l'animal reste fidèle à lui-même, effacé, prudent, invisible. Ce qui me frappe, à ce stade, c'est à quel point tout se tient chez lui. Le corps discret, la chasse silencieuse, le langage sans voix, une même prudence court d'un bout à l'autre de cette existence. Le guépard ne domine pas son monde. Il s'y faufile. Il nous reste pourtant une pièce du puzzle, et non des moindres. Nous avons vu comment le guépard perçoit le monde. Mais que fait-il de ce qu'il perçoit? Ces messages qu'il lit sur les termitières mènent quelque part, à des rencontres, à des alliances, à des rivalités, parfois à la mort. Derrière ces odeurs se cache toute une organisation sociale, faite de solitaire et de fraternité, qui va nous réserver l'une des plus grandes surprises de tout ce film. Voyons donc ce que ce mâle va faire, maintenant qu'il a lu son message. Dans les plaines du Serengeti, en Tanzanie, des chercheurs ont fait une chose que peu de gens ont la patience de faire. Ils ont suivi les mêmes guépards, année après année, pendant des décennies. Ils ont noté qui vivait seul, qui vivait à plusieurs, qui tenait un territoire, qui le perdait, qui survivait, qui mourait. Et de cette montagne d'observations patientes a émergé un chiffre qui, à lui seul, bouleverse l'image du félin solitaire. Les mâles qui s'associent réussissent environ 6 fois plus souvent à conquérir et tenir un territoire que ceux qui restent seuls. 6 fois plus. Retenez ce chiffre. Il cache l'une des vies sociales les plus étranges de tout le règne des félins. Car il faut d'abord rappeler ce qu'est, normalement, un chat. Le félin est l'archétype du solitaire. Chacun son domaine, chacun ses frontières jalousement gardées, et des rencontres rares, brèves, presque toujours limitées à la saison des amours. Une seule exception célèbre, le lion, avec ses troupes. Pour tout le reste, la règle est la solitude. Le guépard, fidèle à sa manière de ne suivre aucune règle, a inventé quelque chose de plus subtil. Chez lui, mâles et femelles ne vivent pas du tout de la même façon. Deux sexes, deux mondes sociaux entièrement différents. Commençons par les femelles. Et là, première surprise. La femelle guépard est solitaire, oui, mais elle n'est pas territoriale. Réfléchissez à ce que cela signifie. Son domaine est immense, il peut couvrir jusqu'à 1500 km², une surface plus grande que bien des villes que vous connaissez. Mais ce n'est pas un territoire au sens classique. Elle ne marque pas ses limites. Elle ne chasse pas les autres femelles. Son espace se superpose librement à celui de ses voisines, sans guerre, sans frontières. Elle ne défend pas un lieu, elle suit la nourriture. Elle va où vont les troupeaux d'antilopes, élève ses petits, et croise à peine les autres adultes de son espèce. Voici donc notre première énigme. Si les femelles vivent ainsi, dispersées et pacifiques, sans territoire à conquérir, pourquoi les mâles, eux, formeraient-ils des alliances pour se battre? Contre quoi? Pourquoi? Gardez la question. Elle nous conduit droit au cœur du système. Passons au mâle. Et tout change. La plupart des mâles guépards ne vivent pas seuls. Ils forment ce que les biologistes appellent des coalitions, des unions solides, souvent à vie, généralement entre frères issus d'une même portée. Ces groupes comptent le plus souvent 2 ou 3 mâles. Et voici le détail qui m'a le plus étonné quand je l'ai découvert. Ces coalitions ne sont pas toujours familiales. Environ un tiers d'entre elles réunissent des mâles sans lien de parenté.
Un solitaire qui n'a pas de frères peut rejoindre des étrangers et former avec eux une alliance durable. Des inconnus qui décident, en quelque sorte, de faire cause commune pour la vie. Pourquoi? Pourquoi cette fraternité chez une espèce de solitaire? Et nous voici revenus à notre question de départ. La réponse tient en un mot: territoire. Non pas le vaste domaine des femelles, impossible à contrôler, mais quelque chose de plus malin. Les mâles ne cherchent pas à garder tout l'espace où circulent les femelles. Ce serait absurde, elles couvrent des surfaces bien trop grandes. À la place, ils contrôlent des zones précises, des points chauds où les femelles passent le plus souvent, les points d'eau, les zones de pâturage, les bons abris. Tenir ces carrefours, c'est se donner une chance de rencontrer les femelles quand elles y passent. Et pour tenir un carrefour, il faut être plusieurs. Un mâle seul se fait déloger. 2 ou 3 frères, unis, résistent. Voilà la clé du chiffre du Serengeti. 6 fois plus de succès à plusieurs que seuls. La coalition n'est pas un luxe affectif, c'est une nécessité mathématique. Sans alliance, pas de territoire. Sans territoire, pas de femelle. Sans femelle, pas de descendance. Pour un mâle guépard, s'associer ou rester seul, c'est, à long terme, transmettre ses gènes ou disparaître sans laisser de traces. Mais cette réussite a un prix, et il est terrible. Les mâles marquent leurs frontières avec soin. Termitières, arbres, rochers deviennent autant de panneaux qui disent « occupé ». Et quand 2 coalitions se disputent le même carrefour, l'affrontement peut être d'une violence extrême. Les combats territoriaux sont l'une des principales causes de mort chez les mâles guépards. Prenez la mesure du paradoxe. Cet animal si prudent, qui fuit le lion, qui abandonne sa proie plutôt que de risquer une égratignure, ce même animal accepte de mourir dans une bataille contre les siens. Face au monde extérieur, il esquive toujours. Face à un rival de son espèce, pour un carrefour à femelles, il peut se battre jusqu'à la mort. Tous les mâles ne jouent d'ailleurs pas ce jeu. Il existe une autre catégorie, plus discrète, ceux que les chercheurs appellent les flotteurs. Des mâles sans territoire, souvent jeunes, ou évincés par plus fort qu'eux. Ils vivent dans l'ombre, évitent les conflits, se maintiennent souvent en moins bonnes conditions physiques. Ils attendent leur heure, ou ne l'auront jamais. Et là encore, la nature réserve des exceptions. Certaines coalitions choisissent délibérément la vie nomade, traversant les territoires des autres, et parvenant peut-être, elles aussi, à se reproduire au passage. Rien chez le guépard n'est jamais tout à fait rigide. Il est un dernier point, sombre, que l'honnêteté oblige à mentionner. Il arrive, rarement, que la lutte pour un territoire ne s'achève pas seulement par la mort du rival, mais par le cannibalisme. Les causes précises de ce comportement rare restent inconnues. Les chercheurs évoquent le stress, le manque de nourriture ou d'autres facteurs encore mal compris. Je préfère vous le dire franchement, sur ce point, la science n'a pas de réponse assurée. Nous observons le fait sans en tenir l'explication. Voilà donc le guépard, suspendu dans un équilibre singulier entre 2 mondes. D'un côté, la solitude paisible des femelles, sans frontières ni guerre. De l'autre, la fraternité guerrière des mâles, capables de mourir pour un point d'eau. La même espèce, 2 stratégies opposées, chacune parfaitement adaptée à ce que la vie exige de chaque sexe. Et cette organisation ne surgit pas de nulle part. Elle se forge dès le plus jeune âge, dans les jeux apparemment innocents des petits. Car chez le guépard, jouer n'est jamais tout à fait jouer. Les poursuites, les bonds, les fausses attaques entre frères et sœurs sont un apprentissage permanent. Les observations le montrent. Plus un jeune guépard joue, plus il a de chances de devenir un bon chasseur. Le jeu prépare la chasse, et prépare aussi ces alliances entre mâles qui décideront de tout. C'est dire si l'enfance, chez cet animal, pèse lourd. Tout s'y décide, ou presque. Et c'est justement vers cette enfance que je voudrais maintenant vous emmener. Vers ces premières semaines terribles où, sur 20 petits nés dans la plaine, un seul, parfois, atteindra l'âge adulte. À la cour de l'empereur Akbar le Grand, dans l'Inde du XVIe siècle, un spectacle extraordinaire se répète presque chaque jour. Sur des charrettes basses, les yeux couverts d'un capuchon de cuir, des guépards attendent, calmes, au milieu des serviteurs. À un signal, on ôte le capuchon d'une bête,
On la lâche vers un troupeau d'antilopes, et la savane indienne se transforme en champ de course. On raconte que l'empereur en posséda tout au long de son règne un nombre prodigieux, jusqu'à 1 millier de ces félins gardés en même temps. 1000 guépards. Une armée de sprinteurs vivants, entretenus pour le seul plaisir de la chasse. Et voici la question qui a intrigué les historiens comme les biologistes. Comment un homme a-t-il pu réunir 1000 guépards autour de lui, alors que l'espèce, nous le savons aujourd'hui, refuse obstinément de se reproduire en captivité? D'où venaient-ils tous? Gardez la question. La réponse est à la fois glorieuse et terrible. Mais reprenons dans l'ordre, car l'histoire du guépard et de l'homme est bien plus ancienne que l'empereur Akbar. Curieusement, cet animal si spectaculaire est presque absent de l'art le plus ancien. Pendant des dizaines de milliers d'années, nos ancêtres ont couvert les parois de leurs grottes de lions, de chevaux, de rhinocéros. Le guépard, lui, y est introuvable, ou presque. La première représentation vraiment fiable de l'animal remonte à environ 7000 ans avant notre ère, dans les montagnes de l'Aïr, au Niger. Plus tard seulement, son image apparaît au Tchad, en Inde, en Égypte. Comme si l'homme avait mis longtemps à vraiment le remarquer, ce félin discret qui fuyait plutôt que d'affronter. Puis vint une idée qui allait lier les deux espèces pour des millénaires. Non pas chasser le guépard, chasser avec lui. Prenez un instant pour mesurer l'étrangeté de cette relation. On a chassé le loup, le lion, on les a redoutés, combattus. Le guépard, on en a fait un partenaire. Il est l'une des rares grandes espèces de félins sauvages que l'homme soit parvenu à apprivoiser avec un certain succès. Attention au mot ici, apprivoiser, pas domestiquer. La nuance est capitale, et nous y reviendrons. Mais le fait est là. On pouvait vivre auprès d'un guépard, le nourrir, le tenir en confiance, l'emmener à la chasse. Pourquoi lui et pas les autres? Parce que son caractère s'y prêtait. Souvenez-vous de tout ce que nous avons dit de sa prudence. Le guépard ne rugit pas, n'attaque pas l'homme sans raison, ne défend pas farouchement un territoire. Il possède un tempérament étonnamment calme, presque paisible pour un grand prédateur. Et surtout, s'il grandit auprès des humains, il ne les craint pas. Ce mélange de douceur et d'absence de peur en faisait le candidat idéal. Là où un léopard reste un danger permanent, le guépard pouvait devenir un compagnon de chasse. On situe généralement les débuts de cette chasse au guépard il y a environ 4500 ans, chez les Sumériens ou chez les Égyptiens. Pendant des millénaires, la pratique s'est répandue à travers tout l'Orient, de l'Afrique du Nord jusqu'à l'Inde et à la Mongolie. Les rois, les princes, les empereurs s'offraient des guépards comme d'autres s'offraient des faucons. L'animal devint un symbole de puissance et de raffinement, un luxe royal lancé au galop dans la poussière. Et cette longue tradition atteignit son sommet en Inde, à la cour des Moghols, chez Akbar précisément. Nous voici donc revenus à nos 1000 guépards, et à la réponse que je vous avais promise, car ces 1000 bêtes, l'empereur ne les avait pas fait naître, il les avait fait capturer. Voilà le secret, et voilà le drame. On attrapait les guépards déjà adultes, dans la nature, puis on les dressait. L'apprentissage pouvait durer de quelques semaines à près d'1 an. Chaque guépard de la cour était donc un guépard sauvage, arraché à la savane ou à la steppe. Le vivier n'était pas la cage, c'était la nature elle-même, ponctionnée, année après année, animal après animal. Et c'est ici que la nuance entre apprivoiser et domestiquer prend tout son poids. Domestiquer une espèce, cela veut dire la faire se reproduire sous notre contrôle, génération après génération, jusqu'à ce qu'elle vive et se perpétue entre nos mains. Le chien, le chat, le cheval, nous les avons domestiqués. Le guépard, jamais. Pendant tous ces siècles, malgré des milliers d'animaux détenus par les plus grands souverains du monde, on n'est presque jamais parvenu à en obtenir des petits en captivité. On savait le tenir, on ne savait pas le faire naître. Pourquoi? Repensez à tout ce que nous avons appris. Souvenez-vous du rituel amoureux du guépard, ces longues poursuites sur des kilomètres, cette femelle qu'il faut faire courir avant qu'elle ne soit prête. Comment reproduire cela dans un enclos? Souvenez-vous des coalitions de mâles, de cette structure sociale complexe. En captivité, privés de leur monde, les mâles deviennent souvent nerveux, agressifs. Et par-dessus tout, souvenez-vous du goulot d'étranglement,
de cette pauvreté génétique qui pèse sur leur fertilité. Tout se ligue contre la reproduction en cage. Le guépard est fait pour l'espace, pour la course, pour la liberté du rituel. Enfermez-le, et quelque chose d'essentiel, en lui, cesse de fonctionner. Sa biologie semble dire une seule chose: je suis fait pour la liberté, ou je ne suis pas fait du tout. Cette dépendance à la capture portait en elle une bombe à retardement. Tant qu'il y avait, dans la nature, assez de guépards sauvages à prélever, la tradition tenait. Mais chaque bête capturée était une bête qui ne se reproduirait plus jamais dans la plaine. Pendant des siècles, les cours royales ont vidé les steppes de leurs guépards sans que jamais la captivité ne les remplace. Une ponction sans retour. Et le résultat fut implacable. Après le déclin de l'Empire moghol, la chasse aux guépards s'éteignit peu à peu. Mais le mal était fait. En Inde, les guépards se raréfièrent, jusqu'à disparaître. Les derniers guépards indiens furent abattus en 1947. Toute une population, effacée d'un immense pays où elle avait couru depuis des temps immémoriaux. La bête des empereurs n'était plus qu'un souvenir peint sur de vieilles miniatures. Voilà la réponse complète à notre question du début. Comment Akbar a-t-il réuni 1000 guépards? En puisant dans une réserve sauvage qu'on croyait inépuisable. Et cette illusion d'inépuisable, l'homme allait la reproduire, bien après les Moghols, à une toute autre échelle, sur le continent africain. Car ce que les empereurs firent aux guépards de l'Inde, notre époque est en train de le faire, plus silencieusement, à ceux qui restent. Il est temps de regarder en face ce qu'il advient du guépard aujourd'hui, et de compter, vraiment, combien il en subsiste sur toute la planète. 6500. C'est, selon les estimations les plus sérieuses, le nombre de guépards adultes en âge de se reproduire qui subsiste aujourd'hui sur toute la planète. 6500. Prenez un grand stade de football, de ceux qui accueillent des dizaines de milliers de spectateurs. Rassemblez tous les guépards reproducteurs du monde entier sur la pelouse et dans les tribunes. Ils ne rempliraient même pas un tel stade. Voilà ce qui reste, sur une planète entière, de l'animal le plus rapide qui ait jamais couru. Et pourtant, une question surgit aussitôt, et elle est troublante. Comment une espèce peut-elle être à la fois si célèbre, si admirée, présente sur d'innombrables images, et en même temps si rare, si près du gouffre? Gardez la question. La réponse tient en un seul mot: l'espace. Reprenons dans l'ordre. Il fut un temps, il y a un peu plus d'un siècle, où l'on comptait sans doute autour de 100 000 guépards à travers l'Afrique, le Moyen-Orient et l'Inde. Comparez ce chiffre à celui d'aujourd'hui. En quelques générations humaines, l'écrasante majorité a disparu. L'animal occupe désormais à peine un dixième du territoire qu'il parcourait autrefois. 9 plaines sur 10 où il courait jadis ne connaissent plus sa silhouette. Ce n'est pas un déclin, c'est un effondrement. Pourquoi ? Et ici, il faut être précis, car la cause principale n'est pas celle qu'on imagine. On pense spontanément au braconnage, aux fusils, à la chasse. Ces menaces existent, bien réelles. Trafic de peau, commerce illégal de petits vendus comme animaux de compagnie exotiques, parfois par le biais des réseaux sociaux. Mais le vrai fléau du guépard est plus silencieux, plus insidieux. C'est la disparition de l'espace. Rappelez-vous tout ce que nous avons appris sur ce corps. Le guépard a besoin de vastes plaines ouvertes pour déployer sa course. Une femelle, à elle seule, peut parcourir un domaine immense. Or, ces grands espaces, l'homme les grignote, les clôture, les cultive, les fragmente. Et un guépard privé d'espace est un guépard condamné. Il y a là un cruel paradoxe qui relie le présent à tout ce que nous avons vu. Souvenez-vous, le guépard est un ultra-spécialiste. Il lui faut de l'espace, une proie précise, des conditions particulières. Le léopard se touche à tout, s'adapte aux abords des villes, se glisse dans les forêts, change de menu. Le guépard, lui, ne sait pas faire cela. Sa spécialisation, qui faisait sa gloire, devient sa condamnation dès que le monde se referme sur lui. Plus l'espace se réduit, plus le funambule vacille sur son fil. À ces menaces s'ajoute un problème que nous connaissons déjà, tapi dans ses cellules. Cette pauvreté génétique, héritée du goulot d'étranglement, pèse sur sa fertilité, sur la vigueur de ses petits, sur sa résistance aux maladies. Une espèce déjà rare, déjà spécialisée,
et par-dessus tout génétiquement fragiles. 3 faiblesses empilées les unes sur les autres. Et c'est ici que le laboratoire nous rejoint, avec un mystère que la science n'a toujours pas résolu. Nous en avons touché un mot à propos des empereurs. Le guépard refuse de se reproduire facilement en captivité. Malgré des décennies d'efforts dans les parcs zoologiques du monde entier, malgré les techniques les plus modernes, faire naître des guépards en cage reste rare et difficile. Même la reproduction assistée, qui réussit chez d'autres félins, ne donne chez lui que de maigres résultats. Chaque petit-né en captivité est presque un petit miracle. Pourquoi? Les biologistes avancent plusieurs pistes. Le rituel amoureux fait de longues poursuites, impossible à recréer dans un enclos. La structure sociale des mâles, bouleversée par l'enfermement. Et cette fameuse pauvreté génétique, qui semble peser sur la semence elle-même. Là encore, je préfère être honnête avec vous. Nous n'avons pas la réponse complète. L'animal garde ce secret. Ce qui signifie une chose essentielle, et je veux que vous la mesuriez bien. On ne sauvera pas le guépard en le mettant à l'abri dans des cages. On ne le sauvera qu'en préservant l'espace où il vit. Sa survie et sa liberté sont un seul et même problème. Voilà la réponse à notre question de départ. Cet animal si célèbre est si rare parce qu'il ne peut vivre que là où l'homme, justement, s'étend le plus vite. Il reste enfin le cas le plus déchirant de tous. Celui du cousin d'Asie dont je vous ai promis dès le début qu'il vous serrerait le cœur. Le guépard d'Asie, autrefois répandu de la péninsule arabique jusqu'à l'Inde, ne survit plus aujourd'hui que dans un seul pays au monde, l'Iran, dans quelques déserts et réserves du plateau central. Combien en reste-t-il? Les chiffres donnent le vertige. Il y a quelques années, les autorités iraniennes n'en recensaient plus qu'une douzaine d'individus connus, à peine 9 mâles et 3 femelles. Une poignée d'êtres sur laquelle reposait le sort de toute une lignée. Puis, récemment, une éclaircie inattendue. Une femelle a été filmée accompagnée de 5 petits, du jamais vu, et le nombre d'individus identifiés est remonté à environ 27. 27 guépards. C'est tout ce qui subsiste dans le monde entier de la sous-espèce asiatique. Prenez la mesure de ce chiffre. Là où une espèce se compte normalement par milliers, celle-ci se compte sur les doigts. Chaque individu porte un nom, une fiche, un numéro. Chaque naissance est un événement national. Chaque mort, une perte pour l'humanité tout entière. Et ces derniers survivants demeurent suspendus au moindre soubresaut. Une route qui traverse leur habitat et fauche les imprudents, une sécheresse, un conflit humain qui détourne soudain toutes les ressources vers d'autres urgences. 27 vies contre lesquelles pèse le poids du monde. Je l'avoue, en rassemblant ces chiffres, j'ai éprouvé quelque chose de très proche du vertige. Non pas de la tristesse abstraite, mais le sentiment concret de regarder une horloge. Une horloge dont on ne connaît pas l'heure exacte, mais dont on entend, distinctement, le tic-tac se ralentir. Et pourtant, malgré tout cela, ce matin encore, quelque part dans une plaine d'Afrique, un guépard s'est levé, a scruté l'horizon et s'est élancé. L'espèce tient toujours. Sur un fil, mais elle tient. Alors, avant de refermer ce film, revenons une dernière fois auprès de lui. Non plus pour compter, non plus pour expliquer, mais simplement pour le regarder être ce qu'il est. Le soleil est bas sur la savane. Dans l'herbe rase, un guépard est couché, immobile, le regard fixé au loin. Un troupeau de gazelles paît à quelques centaines de mètres. L'animal ne bouge pas encore. Il observe, il évalue, il attend l'instant précis. Ce que nous regardons là, c'est la somme de tout ce que nous avons appris. Des millions d'années d'évolution ramassées dans un corps tendu, prêt à se détendre comme un ressort. Prenez le temps de bien le voir, une dernière fois. Car sous cette silhouette paisible se cache tout ce que nous avons démonté, pièce après pièce, au long de ce film. Sous cette peau tachetée, il y a une colonne vertébrale qui va se plier et se détendre comme un arc et projeter ce corps sur des foulées de près de 10 mètres. Il y a des jambes allégées à l'extrême, des muscles concentrés tout en haut, des tendons tendus comme des câbles. Il y a un cœur surdimensionné, des poumons énormes, de larges narines ouvertes pour engloutir l'air sans lâcher prise. Il y a cet ergot recourbé, cette arme unique, prête à faucher les pattes d'une proie lancée à pleine vitesse. Tout est là, tout attend. Et il y a aussi, invisible,
tout le reste de son histoire. La mémoire d'un goulot d'étranglement qui a bien failli l'effacer. Le sang si uniforme que deux guépards inconnus se ressemblent comme des frères. L'ombre des géants disparus, ses cousins d'Eurasie et d'Amérique, dont il est le dernier héritier. Le souvenir des cours impériales, où 1000 de ses semblables portaient un capuchon de cuir. Cet animal couché dans l'herbe ne sait rien de tout cela. Mais il le porte, entier, dans chacune de ses cellules. Regardez-le encore. Il ne domine pas cette plaine. Il n'en est pas le roi. Le lion est plus fort, la hyène plus tenace, le léopard plus rusé. Lui n'a qu'une seule carte, une seule, et il le sait d'une certaine manière. Il ne la jouera qu'à coup sûr, au dernier moment, quand la distance sera parfaite. Alors, tout à coup, il se passe quelque chose. Une gazelle s'écarte du troupeau. Le guépard se ramasse, ses muscles se bandent, et en 3 secondes, ce corps immobile devient la chose la plus rapide qui foule le sol de notre monde. La plaine défile. La poussière se soulève. Pendant quelques secondes à peine, l'animal touche à la perfection pure. Cette perfection qui, nous l'avons vu, est aussi sa prison. Puis tout retombe. Le silence revient. Qu'il ait gagné ou perdu, il devra bientôt recommencer. C'est ainsi, depuis des millions d'années. Un corps improbable, taillé pour un seul geste, répété à l'infini sous le soleil d'Afrique. Il n'est pas le plus fort. Il n'est pas le plus grand. Il n'est même pas le plus armé. Sa perfection l'a rendu fragile. Sa vitesse l'a mené au bord du vide. Et pourtant, dans sa course, il n'a pas d'égal, ni parmi les vivants, ni sans doute parmi tous ceux qui ont couru avant lui. Il n'est pas fait pour durer, il est fait pour courir. Et sur ce fil tendu entre la splendeur et la disparition, il tient encore. Si un jour vous croisez un guépard, dans un documentaire derrière la vitre d'un parc, ou peut-être, si la chance vous sourit, dans la lumière rase d'une vraie savane, arrêtez-vous un instant. Ne voyez pas seulement une jolie grande chatte rapide et tachetée. Regardez le ressort de sa colonne, le dessin des larmes sur sa face, la trace de tous les effondrements qu'il a traversés. Souvenez-vous qu'il est une branche unique, un pari extrême de la vie, une œuvre que rien ne pourra refaire s'il venait à s'éteindre. En cet instant précis, quelque part sous le soleil, l'un des derniers d'entre eux scrupe l'horizon et attend que le jour lui rende la plaine. Merci d'avoir regardé ce film jusqu'au bout. Si ce voyage auprès du plus rapide des félins vous a appris quelque chose, un like aide vraiment d'autres curieux à le trouver, et un abonnement vous gardera près de nous pour le prochain animal que nous suivrons, très bientôt, dans son propre monde.